Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Be My Guest sur YouTube, Facebook, Periscope et Twitter en live. Aujourd'hui, dans Be My Guest, nous allons parler de la mythique sportive Made in Dieppe, l'Alpine, avec celui qui connaît mieux que personne son histoire, puisque son opiniâtreté a permis de faire renaître la marque. Je suis heureuse d'accueillir l'ancien PDG d'Alpine, Bernard Olivier. Bonjour Bernard, bienvenue. Bonjour Stéphanie et bonjour à tous les passionnés de cette belle marque Alpine. Alors Bernard, vous allez pendant cette demi-heure nous raconter l'épopée d'Alpine, qui continue d'ailleurs à s'écrire aujourd'hui. Nous sommes en 1955, un jeune pilote... un jeune pilote, Jean Rédélé, je crois que c'est son prénom, Jean Rédélé, qui est également le plus jeune concessionnaire Renault de France, crée la marque à Dieppe. Absolument. Alors, juste un mot qui est intéressant, c'est un concessionnaire qui était un fanatique de rallye, qui roulait avec des Renault, des 4 chevaux, et qui était persuadé de pouvoir faire lui-même des voitures plus légères et plus performantes pour le rallye. C'est comme ça qu'il est né en 1955. Et on peut le dire, la marque Alpine fait partie des 3 marques qui sont nées de la course pour la course. C'est les 2 autres marques, c'est simplement Ferrari et Porsche, petit club de haut niveau. Alors, le premier modèle, c'est l'Alpine A106 que nous venons de voir. Et sur une base de 4 chevaux. C'est pour ça que d'origine, les Alpines ont des moteurs qui sont en porte-à-faux arrière. Alors cette Alpine, elle est présentée en 62 au Salon de Paris. C'est un coupé 2 places en plastique. Absolument. C'est le début de l'aventure en plastique. Bien sûr, le châssis, lui, n'est pas en plastique. Et ça restera la marque de fabrique de la première partie de la vie d'Alpine jusqu'en 1984. Parce que l'ADN quand même d'Alpine, c'est la légèreté. Parce que Alpine doit son nom, en fait, c'est un hommage de Jean Rédélé à sa victoire dans les Alpes. Absolument, dans la Coupe des Alpes, où il a pris un très grand plaisir avec justement sa 4 chevaux dans le rallye de la Coupe des Alpes. Dans les petits virages, et c'est de là que vient la marque Alpine. Ce qui veut dire, notre ADN, c'est l'agilité dans les petits virages. Petite remarque pour le futur, l'agilité dans les petits virages, c'est à n'importe quelle vitesse, et en particulier dans le respect du code de la route. Alors, la suivante, ce sera la 108. Donc là, on commence à se rapprocher de la berlinette qu'on connaît. Absolument, absolument. C'est la voiture qui a préparé la berlinette, qui est un espèce d'aboutissement à tous les niveaux, que ce soit au niveau du châssis, les moteurs, etc., pour amener à la berlinette. Alors ensuite, on a la fameuse berlinette. Donc, la 110. La 110 est la voiture vraiment emblématique d'Alpine. C'est d'ailleurs celle qui nous a beaucoup inspiré, que nous revendiquons dans le cadre de la renaissance de la marque Alpine. C'est une voiture dont le design est absolument intemporel. Il a pourtant été dessiné par Jean Rédélé lui-même, qui n'est pas un designer, sur une nappe en papier dans un restaurant, c'est ses premiers contours. Et on retrouve là quelque chose qui est très important de l'ADN d'Alpine, c'est ce que nous appelons l'élégance à la française. C'est une élégance extrêmement simple, raffinée, il n'y a pas de show-off, il n'y a pas d'aileron, il n'y a pas de... son design parle de lui-même. Elle est absolument magnifique, elle est absolument intemporelle. Et c'est effectivement celle qui a inspiré sa renaissance, donc le modèle dont vous êtes à l'origine. Et d'ailleurs, à ce propos, bon, je le redirai après, mais c'est rare qu'une réédition soit aussi proche au niveau de l'esthétique
du modèle d'origine. Elle est absolument magnifique. Même si nous n'avons pas voulu faire une voiture rétro. C'est une voiture totalement moderne, on pourra y revenir, la nouvelle A110, mais qui a des rappels. Des rappels de ce qui est le plus authentique de cette marque. C'est les fameux les 4 phares, les creusements dans les portes, etc., etc. Alors ensuite, nous avons la A310 qui sortira en 1971. Alors, la 310, c'est une voiture qui tend vers le GT par rapport à la berlinette. Les deux voitures, berlinette et A310, ont cohabité quelques années. C'est la dernière voiture du temps de Jean Wedelet, puisque la Alpine a été rachetée par le groupe Renault en 1973. C'est une voiture qui est, je trouve, anormalement pas suffisamment estimée. Moi, j'aime beaucoup cette voiture. Elle a même eu un moteur V6 pour pouvoir gagner ce qu'elle a fait le marché allemand. Une voiture importante et qui a fait aussi de beaux succès en rallye. Alors, la dernière édition avant la mort d'Alpine, c'est la A610 qui a fait un flop. Elle n'a été vendue qu'à 800 exemplaires. Absolument. Alors, il y a eu quelques voitures avant. Il y a la GTA, mais la 610 est intéressante parce que c'est une excellente voiture. C'est une voiture qui revendiquait, je dirais, d'être une concurrente de la Porsche et elle avait tout pour l'être en étant un peu moins chère. Le seul problème qu'elle a vécu, c'est premièrement de s'éloigner de l'ADN d'Alpine, légèreté, agilité, pour aller vers la GT à la Porsche. Et quitte à aller vers la GT à la Porsche, le client il préfère acheter l'original, comme on dit, donc la Porsche, plutôt que l'Alpine. Et donc là, nous avons une leçon voulu absolument tirer, c'est rester dans son ADN, surtout quand il est unique et si fort. Alors effectivement, c'est celle qui ressemblait le moins au modèle d'origine. Et donc, là-dessus, la marque s'éteint. La marque s'est éteinte, absolument. Et vous étiez à l'époque le directeur général de Renault Sport. Donc, oui. Vous avez toujours été fan de sport automobile. Et vous n'aviez qu'une obsession, c'était la renaissance d'Alpine. Je me trompe ? C'est peut-être pas qu'une obsession, parce que j'avais aussi à faire des voitures Renault Sport, Clio V6, Mégane RS, etc. Mais il est vrai qu'on a essayé plusieurs fois de relancer, moi et d'autres, la marque Alpine. À chaque fois, ça s'arrêtait nettement avant le milieu du gué, d'ailleurs, pour des raisons économiques. Parce que une voiture comme celle-ci, d'une marque, ça coûte cher, il n'y a pas des gros volumes, et donc ce n'était pas rentable. Voilà ce qui nous a fait que moi-même, j'ai essayé au moins 3 fois de faire l'Alpine, j'y suis pas réussi, et heureusement, parce que j'aurais fait plutôt des Alpines Renault Sport que des Alpines, parce que je n'avais pas compris à ce moment-là ce qu'était vraiment l'ADN d'Alpine et qu'il fallait absolument conserver et respecter. Alors justement, parlons-en de l'ADN d'Alpine. Alors là, je vous cite. Donc l'ADN d'Alpine, c'est l'élégance, l'agilité. Oui, à la française. L'élégance à la française, tout à fait. L'agilité qui passe par la légèreté et le plaisir. Donc l'Alpine est un concentré de plaisir. Très bien. Et c'est un concentré dans tous les sens. C'est un concentré de plaisir de la vue, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le design est un élément très important, simple, fluide, expressif, et bien sûr, les sensations qui sont liées à cette agilité qui vous donnent vraiment l'impression d'être au volant d'un kart, si je puis dire. Voilà l'ADN. C'est un ADN quand même assez spécifique sur le marché. Quelques autres marques auraient pu s'en rapprocher, mais finalement, ils ne l'ont pas fait. Parce que notre voiture se veut aussi être une vraie voiture, si je puis dire. Ce n'est pas une voiture de circuit. C'est une voiture qui peut faire du circuit. Mais elle est tout à fait utilisable au quotidien et sur route, et elle est confortable même. Alors Bernard, on va redémarrer donc avec la renaissance d'Alpine. Comment tout a commencé ?
Quand est-ce que Alors, les choses tout a ont commencé commencé. à se décanter? Parce que bon, c'est vrai que vous œuvriez à sa renaissance depuis très longtemps, vous faisiez pas mal de lobbying, mais bon, Renault n'était pas prête. Donc, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé en 2011 par une initiative qui vient de l'extérieur, qui est Tony Fernandez, qui est un Malaisien pour être plus précis, qui est propriétaire d'une marque automobile petite en Angleterre qui s'appelle Caterham, qui est un descendant de Lotus et de la fameuse phrase de Colin Chapman, Light is right, donc il y a quand même de grandes ressemblances avec l'ADN d'Alpine. Et il écrit à Carlos Ghosn, le PDG du groupe Renault, pour lui proposer de faire une voiture ensemble, parce que lui, il était engagé en Formule 1, il avait besoin d'une voiture mieux que sa petite Seven. Et comme il se trouve qu'en 2011, les affaires financières de Renault sont bonnes, on s'est bien endetté et tout, ça, Carlos Ghosn a donné le dossier à son directeur général qui était Carlos Tavares pour lancer les discussions. Voilà. Et c'est grâce à cela, parce que nous avions un nouveau partenaire qui augmentait les volumes et qui participait financièrement, que ce qui n'avait pas été possible tout seul avant est devenu possible. Alors, votre aspiration, c'est le rallye de Monte-Carlo, donc la victoire en 1973 du rallye de Monte-Carlo par l'Alpine. Ben ça, c'est un moment très fort. Et ce que je voudrais dire, c'est que notre génération d'aujourd'hui, elle se sent toute petite par rapport à ce qui a été fait du temps d'Alpine avec de très petits moyens. C'est quand même absolument extraordinaire et mythique ce qui a été fait. Et nous nous sentons tout petits en même temps fiers de reprendre cette succession. Alpine, ne l'oublions pas, a été champion du monde des rallyes en 1973. Et la photo que vous aviez, c'était la première victoire de 1973, le rallye de Monte-Carlo, avec notre ami Jean-Claude Landruet comme pilote et Biche comme copilote, donc une femme. Ça a été un très très bon rallye. Et puis, n'oublions pas, Alpine a gagné les 24 heures du Mans en 1978. Donc, en termes compétition, c'est absolument mythique, Alpine. Et ceci avec des moyens extrêmement faibles. Alors, vous partez au départ, vous voulez en fait faire renaître Alpine par le sport automobile, par la course automobile. Alors, en fait, nous voulons communiquer par la course automobile plus que renaître par la course automobile. Communiquer parce que ça fait partie de l'ADN et tout le monde pense Alpine égale course automobile et même rallye. On ne peut pas faire de rallye quand on relance Alpine pour la simple raison que on n'a pas de voiture. Et donc, il s'agit d'aller faire de l'endurance. Et Alpine a été très engagé. Plus de 50 voitures ont pris le départ les 24 heures du Mans. Donc, ça fait partie de l'ADN d'Alpine. On va aller faire les 24 heures du Mans et le championnat d'Europe d'endurance, puis même le championnat du monde, avec un prototype. Et la photo que vous avez, c'est la photo très émouvante. C'est les 24 heures du Mans 2013. C'est notre premier engagement. Et comme on dit souvent, la première victoire à 24 heures du Mans, c'est de finir ce que nous avons fait. Pour information, cette année-là, dès la première année, Alpine a été champion d'Europe d'endurance. Et un peu plus tard, en 2016, nous avons été champion du monde d'endurance et on a même été 2 autres fois supplémentaires. C'est très important parce que pour moi, c'était dire à tous nos fans et tous les passionnés de voitures, nous restons dans l'ADN d'Alpine qui est la compétition. Nous allons faire une vraie Alpine. Beaucoup de gens ne nous croyaient pas. Ils croyaient qu'on allait faire une espèce de Renault Sport et tout. Et on a voulu tout de suite afficher, nous allons respecter totalement l'ADN. Alors, votre partenaire et complice de l'époque, c'est Philippe Sinault de Signatech. Absolument. Signatech. Oui, Philippe Sinault, que je connaissais bien puisque nous avons participé quand j'avais organisé les World Series by Renault du temps de Renault Sport. Donc, il a une très belle écurie, si je puis dire, une très belle société qui, donc, il a gagné. Il a fait gagner Alpine sur tous les champs d'endurance et j'ai même confié à Philippe Sinault
la conception des Alpine Cup et Alpine GT4 pour la course qui court maintenant. Et puis même, il y a eu la RGT, l'Alpine de rallye, qui est en train de sortir. Alors, l'Alpine, on passe aux maquettes, aux premières maquettes de l'Alpine. Absolument. Donc ça, c'est des maquettes, pour ceux qui ne connaissent pas, en clay. C'est une espèce d'argile. C'est comme ça que travaillent les constructeurs automobiles. Quand on n'a pas, évidemment, on n'a pas de tôle en acier. Et ce sont des voitures qui, c'est en 2013, et qui sont travaillées et qui vont aller passer en soufflerie. Parce que ça, c'est un point très, très, très clé, la soufflerie, hein, bien sûr. Et encore plus pour nous. Je vais dire pourquoi. À partir du moment, nous avons, en 2012, j'ai réuni les designers et les ingénieurs et je leur ai dit, la renaissance d'Alpine, on ne va pas nous faire de cadeaux. C'est tellement attendu qu'on doit réussir. Et le premier critère de réussite, c'est le design. C'est la beauté de la voiture, son élégance. Et donc, on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais. On ne va pas donner de contraintes aux designers. Ce qui ne se fait pas parce que ça veut dire on va souffrir dans l'industrialisation. Et on a beaucoup souffert, bien plus même que prévu. N'empêche que grâce à cela, quand vous achetez une Alpine, vous achetez quelque part un chocard. Parce que c'est la règle du chocard, c'est ne pas avoir de règles, de contraintes industrielles. Le designer, il s'éclate, si je puis dire. Et le plus grand bonheur que nous pouvons avoir suite à cette réunion de 2012, c'est en 2018 d'avoir reçu le prix de la plus belle voiture de l'année aux Invalides au Festival automobile international. Donc là, oui, on voit sur la photo. On a fait 6 ans, on a sauté 6 ans, mais je peux vous dire quelle émotion. C'est la fin d'une aventure extraordinaire. Il faut le dire, cette voiture, elle avait très peu de chances d'exister. Il y a eu beaucoup de problèmes, et pas tant de problèmes techniques que d'autres problèmes, y compris de rentabilité, puisque nous avons dit qu'on a démarré à travailler avec Caterham. Et je voudrais quand même souligner l'importance de Caterham, parce que d'abord, il n'y aurait pas d'Alpine sans Caterham. C'est eux qui nous ont poussés, si je puis dire, à lancer le projet. Deuxièmement, ils nous ont apporté dans leur collaboration la connaissance de l'aluminium et de l'aluminium collé. C'est collé rifté. Et c'est la technologie que nous avons choisie. Ça, c'est la photo très, très émouvante qui date de début 2016. C'est chez notre fournisseur, emboutisseur d'aluminium en Italie. C'est la première voiture qui existe. Vous voyez, vous avez toutes les tôles. Et c'est la première fois nous avons vu notre bébé en vrai, parce qu'avant, c'était des maquettes. Là, c'est très émouvant de voir cela. Alors, quand vous avez mentionné l'aluminium, au début, on vous a pris pour un fou. Alors, c'est vrai, et c'est vrai que Renault ne maîtrise pas les voitures à l'aluminium. Très peu de gens maîtrisent les voitures à l'aluminium. En plus de ça, nous avons choisi la technologie de ce qu'on appelle rifté collé. Et deuxièmement, nous avons choisi de le faire aussi bien pour le châssis que pour la carrosserie. C'est une voiture intégralement en aluminium rifté collé avec quelques points de soudure pour renforcer. Donc, c'est vrai que c'était osé. Mais je suis heureux de voir qu'en finale, nous n'avons eu que très peu de problèmes sur la mise au point de ces technologies que nous ne maîtrisions pas au départ. Alors, vous disiez qu'en fait, le fait que Tony Fernandez se soit associé à Renault pour concevoir l'Alpine, ça vous a donné quand même une latitude pour mener à bien le projet, parce que vous avez un peu fonctionné en mode start-up. C'est totalement vrai et majeur. Grâce à Caterham, grâce au fait d'avoir créé une joint venture qui a été à 50-50, nous sommes sortis, notre équipe, nous sommes sortis du groupe Renault. J'avais, en tant que PDG, deux patrons. D'un côté, Renault, qui était représenté par Carlos Tavares, qui était le directeur général, et de l'autre côté, par Tony Fernandez, qui était le propriétaire
de Caterham. Moyennant quoi, nous avons décidé ce que nous voulions. Et même si les réflexes de la grande série qui ne veut pas prendre trop de risques nous auraient dit il ne faut pas faire de l'aluminium, surtout pas coller, etc., nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Et c'est sûr que ça a été très important, et je tiens aussi à dire que Carlos Tavares a eu un rôle très important de protection, de nous protéger du groupe Renault et de ses réflexes excellents, mais qui sont totalement dédiés à la grande série. Alors, je me suis laissé dire qu'en fait, au départ, si Carlos Ghosn avait confié le projet à Carlos Tavares, c'était pour s'en débarrasser. Il espérait qu'il allait se planter. Ça, je vous laisserai votre appréciation. Nous, en tout cas, vous avez vu la cérémonie de novembre 2012 où on annonce la joint venture. J'avoue que c'était quelque chose de très, très émouvant puisque c'était le lancement de cette grande aventure. On n'imaginait pas tout ce qui allait s'y passer, ne serait-ce que le divorce. Hein. Là, vous voyez Carlos Tavares sur la droite et vous voyez Carlos Ghosn et Tony Fernandez sur la gauche qui se tiennent par l'épaule. Ça n'a pas duré extrêmement longtemps puisque, il faut dire, ça a été très dur. Vous avez d'un côté Renault qui à ce moment-là faisait 2 500 000 voitures et Caterham qui faisait 500 voitures. Et en plus anglais, ces petits artisans anglais, ça a des confrontations de conception, de méthodes, y compris financières, qui ont été très très sportives, on peut le dire. Et qu'on finit, je tiens à le dire, c'est nous-mêmes, notre équipe alpine, et moi le premier, qui avons décidé, nous avons fait une sorte de grève qui nous avons appelé slow mode, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, qui a poussé nos actionnaires à régler les différends et donc à divorcer. Et qui nous a permis, en capitalisant sur ce qui avait été fait avec Caterham et en même temps en le modifiant pour en faire une street alpine vraie, avec vraiment le pur ADN, ce qui n'aurait pas été tout à fait le cas s'il y avait eu Caterham. Ah oui, alors justement, l'ADN qui est vraiment présent, donc elle est vraiment fidèle à ses gènes. Nous avons tout fait pour. Nous revendiquons que cette voiture est ultra moderne, mais nous la voulons totalement fidèle à ses gènes. On parlait tout à l'heure de la sensation, hein, c'est très important, cette agilité. Il faut dire d'ailleurs, cette agilité, on y croyait, mais nous avions un peu peur quand il y aura eu, on en reparlera tout à l'heure, les essais journalistes, parce qu'il y a une espèce de pensée unique de la voiture de sport germanique qui veut dire des gros moteurs, des voitures lourdes et qui vont très vite. C'est complètement orthogonal à la culture alpine, qui est des petits moteurs, légères, agiles, et qui ne vont pas obligatoirement très vite. Il n'empêche, je voulais revenir sur l'élégance à la française. On s'est beaucoup fatigué pour respecter cette élégance. Et cette élégance à la française, c'est la simplicité, c'est la fluidité. Et ça se traduit par le fait que nous ne voulions pas, comme d'ailleurs Alpine du temps de Jean Rédélé, d'ailerons, de lames à l'avant, etc., de choses qui font un peu du show-off et qui enlèvent de cette élégance très, très, très primaire. Et nous avons eu à beaucoup travailler le fond plat de la voiture, puisque toute l'aérodynamique se fait par le fond plat, puisqu'il n'y a pas d'aileron et tout pour coller la voiture. Et nous sommes très fiers de ce travail qui fait que, je crois pouvoir le dire, c'est la seule voiture au monde qui roule à 250 km/h, sur circuit bien sûr, sans aucun élément aérodynamique existant ou qui s'ouvre pendant la route et qui respecte donc cette grande élégance. Alors, on peut quand même se poser la question, vu la légèreté de la voiture, on peut se poser aussi la question de la solidité. Est-ce que… C'est pas un problème, elle a passé ses crash tests comme tout le monde. Légèreté ne veut pas dire fragilité.
c'est vrai que on pourrait le croire. Pas du tout. La légèreté, elle vient d'où? Elle vient, je vais vous donner un exemple, la caisse en blanc, ce qu'on appelle la caisse en blanc, non peinte, en aluminium, donc, avec d'ailleurs ses trains et ses roues, elle pèse 300 kilos de moins que, j'allais dire, le principal concurrent, même si on considère qu'il n'y a pas vraiment de concurrent, si vous voyez ce que je veux dire, comme concurrent. Un concurrent qui commence par un P. 300 kilos, c'est colossal. Et l'aluminium est un élément clé de ce point. Et l'aluminium, c'est solide parce qu'on y met les épaisseurs de métal qu'il faut. Et le collage, vous n'avez qu'à voir, quand vous cassez une assiette, vous mettez de la glu, en général, elle ne recasse pas au même endroit. Le rivetage-collage c'est un sujet qui marche très bien. Donc, non, cette voiture, elle n'est pas fragile. Et la deuxième partie de la légèreté, c'est le fait qu'on n'y met que l'essentiel. Alpine, c'est d'abord une voiture de sport. Et donc, on y met l'essentiel. Tout ce qu'on y met va être de très belle qualité, perçue. On revendique le premium. On a travaillé avec des fournisseurs spécialisés dans le premium. Mais on ne va pas faire un arbre de Noël, si je puis dire. On n'y met que l'essentiel. Et je crois l'intérieur, vous l'avez présenté tout à l'heure, montre ce côté extrêmement simple. Ce n'est pas le luxe. Ce n'est pas le luxe et on n'en veut pas. C'est autre chose. C'est le luxe avec tout ce que ça veut dire de choses qui finalement sont que très peu utiles. Là, vous avez très beau cuir, très beau cuir. Et je dirais, on l'a vu dans les études clients, il y a deux types de clients qui s'intéressent à Alpine. Au moins, c'est le côté esthète, donc des belles voitures, et puis le côté sportif, le côté performance. D'où les Alpine S, d'où la fameuse voiture GT qui vient de sortir, qui va jouer l'élégance à fond. C'est les deux types de clientèle. Et je voudrais aussi dire un point, nous pensons qu'il y a une forte clientèle féminine parce que la marque Alpine est une marque très féminine, si vous regardez. D'abord, il n'y a pas tous ces renforts mâles qu'on veut revendiquer. L'Alpine est une voiture relativement arrondie. Elle n'est pas du tout taillée à la serpe. Comme vous voyez, c'est des formes entre guillemets féminines. Je vais mettre sur un terrain un peu délicat, mais il faut le dire. Et que donc, on arrive à revendiquer la sportivité par autre chose que des formes agressives. Alors effectivement, là, je vous montre l'Alpine Sérénité Légende, qui est absolument magnifique. Absolument. Alors, elle, c'est la quintessence, si je puis dire, de l'élégance à la française, que l'on veut, avec une très belle couleur, argent mercure, de l'or pâle, etc. C'est suprême. Oui, tous les détails sont magnifiques. Alors, dans une autre série limitée qui vient de sortir également, c'est la 110 Color Edition. Donc, dans un très joli jaune tournesol, fallait oser, mais franchement, ça lui va bien. Alors, il n'y a pas que le jaune. Je voudrais juste dire une chose, parce que quand vous faites une statistique, vous allez voir, tout le monde va vous dire une Alpine, c'est bleu. Alors, d'abord, les gens ne savent pas, il y a eu à peu près une dizaine de bleus différents sur Alpine. Et je ne parle que de la berlinette. Il y en a eu beaucoup. Deuxièmement, il y a une cinquantaine de teintes qui ont été utilisées sur la berlinette. Donc, le bleu, il est fort parce que c'est le bleu de la course. Je rappelle que le bleu d'Alpine, il vient du bleu France d'avant la guerre, où c'était la couleur des voitures françaises qui couraient. Mais le bleu, il est associé à tous ces résultats mythiques. Mais en finale, vous avez beaucoup de couleurs, si je ne dis pas de bêtises, vous avez 5 ou 6 rouges, etc., le jaune. Et donc, Alpine aujourd'hui essaye de s'inspirer de l'histoire de toutes les teintes. Car l'usine de Dieppe était, et est toujours, capable d'être extrêmement flexible
pour peindre ces voitures. J'en profite pour dire, avec tous les investissements que nous avons faits à la conception de la voiture, nous avons les équipements de peinture les plus sophistiqués qui puissent exister, avec même des robots de ponçage et d'essuyage, etc. Nous avons les plus belles peintures de toute l'alliance Renault-Nissan. Alors, c'est vrai que je suis surprise aussi qu'il y ait un tel choix de couleurs parce que celles que l'on voit le plus souvent, ce sont les bleus et les blanches. J'ai vu aussi un vert normand et ce jaune, effectivement, mais les autres couleurs sont plus rares. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une voiture très personnelle. Et donc, et dans le temps, je parle du temps de Jean Rédélé, les gens y venaient avec une couleur et Alpine s'engageait à réaliser leur couleur. D'ailleurs, le bon bleu d'Alpine, il a été fait par un client particulier qui est venu avec ce bleu-là pour le réaliser pour sa voiture. Il a été trouvé tellement beau qu'il est devenu un élément essentiel de la palette de teintes d'Alpine. Alors là, j'ai des réactions, oui, certaines personnes qui me disent oui, alors là, il faut absolument laisser le bleu, qu'on personnalise l'intérieur, mais pas l'extérieur. Il y a des puristes. Ah ben le bleu est respecté. Moi-même, j'ai une Alpine bleue, bien sûr. Et pour ceux qui écoutent, vous aurez remarqué que nous avons, avec Anthony Villain, qui est le patron du design, nous avons retravaillé ce bleu. Il est assez phénoménal, ce bleu d'aujourd'hui. Et il n'est pas question de l'abandonner. Ça fait partie de l'ADN d'Alpine. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas chercher autre chose aussi. Tout le monde a le droit de se faire plaisir. Je rappelle, c'est un concentré de plaisir. Et ben, le design, la couleur, etc., ça en fait partie. Alors, on va revenir juste à la conférence de presse, parce qu'on n'en a pas parlé. La conférence de presse, on avait présenté l'Alpine A110. Alors, c'est quand même la première fois que la presse internationale est unanime. Alors, d'abord, oui, c'est pas une conférence de presse, c'est ce qu'on appelle les essais journalistes, les essais de la presse internationale, qui ont eu lieu à Aix-en-Provence, dans un très bel hôtel, et sur le circuit du Grand Sambuc. Pour info, il avait neigé, c'est assez incroyable. C'était en novembre-décembre 2017. Et nous avons invité là une grande quantité de journalistes de tous les pays pour lesquels on voulait vendre la voiture, des Japonais, etc. Et nous avons eu, alors là, franchement, nous avions très peur. Très peur d'une incompréhension et du fait que les journalistes étaient totalement drogués à la pensée unique de la voiture de sport germanique dont je parlais tout à l'heure. Et nous, on est complètement à l'opposé. Et quand nous avons vu les premiers journalistes descendre des voitures au Grand Sambuc avec un grand sourire, on s'est dit c'est gagné. C'est-à-dire qu'ils ont compris, ils reviennent à redécouvrir le plaisir. Et je le redis, notre voiture, elle donne du plaisir à toutes les vitesses. Vous pouvez aller dans les petits virages de la vallée de Chevreuse à des vitesses tout à fait plus que correctes, et bien vous aurez beaucoup de plaisir. C'est donc une voiture très moderne. Le plaisir n'est pas à 300 à l'heure. Alors, le plaisir de la conduite, mais aussi le plaisir à l'intérieur, parce qu'elle est extrêmement confortable, ce qui est important. Alors, oui, ce confort n'était pas dans le cahier des charges, comme vous pouvez l'imaginer, parce que je dirais même qu'en Europe, on est habitué à ce que les voitures de sport, elles soient inconfortables. Ça fait presque partie de l'ADN. Si on veut avoir une vraie voiture de sport, il faut qu'elle soit inconfortable. Mais il se trouve que pour des raisons sportives, c'est-à-dire de qualité, de précision de direction en particulier, nous avons choisi de mettre ce qu'on appelle les suspensions en double triangle à l'avant et à l'arrière. Et ces suspensions double triangle qui permettent des grandes courses en matière d'amortisseurs, c'est un espèce de bonus. Vous avez une très grande précision de direction, mais vous avez aussi ce confort dont nous avons été, j'allais presque dire, les premiers surpris. Alors, on a parlé bien sûr de l'usine de Dieppe où l'aventure a commencé en 1955. Aujourd'hui, Alpine est toujours construite dans l'usine de Dieppe.
Bien Alors, sûr. on a eu très peur à l'issue du confinement. Et là, j'ai des questions justement sur l'avenir de cette usine. Qu'en est-il aujourd'hui, en fait? Va-t-elle fermer? Alors, bon, première remarque, j'ai pris ma retraite quand la première Alpine a été mise sur la route en février 2018, donc je suis un peu plus loin. Je dirais, ce qui est un peu navrant, c'est que après un départ tonitruant, surtout en France d'ailleurs, la voiture a eu de fortes fortunes de vente que nous n'avions pas imaginé, en tout cas en son temps, parce qu'il y a des grands marchés. Les grands marchés de la voiture de sport en Europe, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. Et de fait, ça n'a pas suivi comme on l'avait prévu. Mais il faut aussi noter deux choses. Premièrement, la berlinette n'a jamais été vendue en Angleterre. Et, Pourquoi? et ben pour une raison simple, c'est un petit problème de côté de direction. Hein. Il faut une direction à droite et il n'a jamais été mis une direction à droite sur la berlinette. Et en plus, les Alpines qui ont été vendues plus tard étaient plutôt sous le nom de Gordini. Donc, Alpine est peu connu, en dehors de ses succès, mais peu connu par le client moyen. Quant à l'Allemagne, l'Allemagne, c'est des gens chauvins avec ce fameux esprit. Ça, il faut être un peu curieux, curieux au sens la curiosité, chercher les bonnes nouvelles sur le marché pour s'intéresser à Alpine. Ça veut dire la vente d'Alpine est pas aussi simple que ça, parce que la seule bonne façon de donner le goût de la voiture, c'est que le client il s'assoit sur le siège du conducteur et qu'il l'essaye. C'est là, c'est un concentré de plaisir. Ben, ça se vend pas sur du papier, le concentré de plaisir, ça se vit. Et probablement, on n'a pas été aussi vigilant là-dessus et qui fait que les volumes sont faibles. Mais je ne doute pas qu'on est capable de relancer. Cette voiture, elle a été encensée partout dans le monde. Même les pays, regardez, Automotor und Sport, le grand journal automobile allemand, il a donné l'Alpine vainqueur contre la Cayman. Donc, quand même, c'est difficile de faire mieux. Donc, c'est pas dans la qualité de la voiture, elle est vraiment très bien. Il faut faire connaître Alpine, faire connaître son ADN et mettre les gens dans le siège. J'en profite pour dire pourquoi la voiture est ce concentré de plaisir. C'est important. Eh bien, c'est simplement parce que nous avons fait en sorte que le centre de gravité, qui est l'endroit où se font toutes les forces, et le centre de roulis, qui est le centre sur lequel la voiture, quand elle tourne autour de ce centre, eh bien, ces deux points, ils sont sous les fesses du pilote. Moyennant quoi, il a tout le ressenti de toutes les forces d'accélération et de freinage et toutes les forces centrifuges de rotation. C'est ça la recette. Alors, vous avez évoqué l'Allemagne. Est-ce qu'il y a des concessions alpines en Allemagne? Oui, bien sûr. Il y a des concessions alpines dans tous les pays d'Europe. Alors, il y a des pays qui connaissaient mieux Alpine, et puis avec des clients qui sont peut-être moins chauvins, si je puis dire, moins formés à une pensée spéciale, qui sont plus ouverts. Et donc, il y a des pays comme la Suisse, comme la Belgique, etc., qui achètent, bien sûr, qui vendent bien les Alpines. Alors, apparemment, l'A110 doit se terminer dans 3 ans. Donc, c'est programmé pour dans 3 ans, la fin de l'A110. On parle d'électrification. Est-ce que vous y croyez? Alors, justement, ça serait une bouffée d'oxygène pour Dieppe, c'est évident, parce que ça permettrait de poursuivre l'aventure alpine en Normandie. Mais est-ce que c'est possible d'envisager une Alpine électrique, sachant quand même que dans son ADN, c'est la légèreté qui compte et le poids des batteries est un vrai frein? Alors, je pense absolument, d'abord, c'est un peu incontournable, compte tenu de toutes les règles de CO2 et les pénalités, c'est incontournable. Deuxièmement, je pense, et de mon temps, quand nous avons conçu l'Alpine A110, nous avons aussi réfléchi à ces sujets-là et nous avions pu voir que nous devrions être capables de faire
des voitures hybrides ou électriques qui répondent au problème, c'est-à-dire la légèreté, c'est relatif. Hein. Quand on dit légèreté, c'est légèreté par rapport aux autres, par rapport aux concurrents. Donc, des voitures plus légères que les concurrentes. Ça, oui, on est capable de le faire et nous maîtrisons les technologies, nous l'avons vu, du métal, mais nous maîtrisons aussi avec Renault toutes les technologies qui sont liées à des systèmes électroniques qui vont permettre de contribuer à une grande légèreté et plutôt une grande agilité. Donc, même, c'est très relatif et ça peut le faire. Oui. Alors là, j'ai une réaction. Ah non, surtout pas d'électrique. Comment tu es un mythe? Une Alpine, ça fait du bruit dans les tours, pas simplement zzz. Oui, c'est vrai, je partage. Et ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on appelait le plaisir, le concentré de plaisir. Hein, le son en fait partie. Mais il faudra savoir cohabiter parce que je parle à tous nos chers spectateurs. Désolé, mais les règles européennes en particulier vont nous obliger, on n'a pas le choix. Hein, comme il y a eu des règles pour les crash tests, hein, et il a fallu y aller et y répondre, il y a des règles qui vont nous obliger à réfléchir à ces sujets. C'est imparable. Mais ça ne veut pas dire que la sportive thermique est totalement morte. Non, bien sûr, il peut y avoir une cohabitation des deux, ça c'est évident. Absolument. Alors justement, l'électrification, c'est quand même bien parti avec l'arrivée de Luca de Meo. Alors, je dirais, ce qui est intéressant dans Luca de Meo, c'est qu'il a montré par deux fois, d'une part chez Fiat, en relançant Fiat par l'intermédiaire de la griffe sportive Cupra, et ensuite Seat, excusez-moi, c'est la griffe sportive Abarth, et Seat, dont il était le patron dans le groupe Volkswagen récemment, et où il a relancé de façon magistrale Seat par la griffe Cupra. Donc, je ne doute pas qu'il sera sensible à avoir un tel trésor, parce qu'en plus, ce n'est pas une griffe, c'est une marque, ce qui est beaucoup plus fort. Et avec toute cette histoire qu'il y a derrière, je ne doute pas qu'il sera extrêmement sensible à utiliser ce joyau qui est dans le groupe Renault. Et Cupra, justement, il a sorti deux modèles, la Leon e-Racer et la Cupra Elborn, donc deux sportives électriques. Donc effectivement, il a de l'expérience dans le domaine des sportives électriques. Absolument. Je ne doute pas qu'il sera très sensible pour utiliser ce levier. Comme je disais souvent, la meilleure façon qu'Alpine aide l'ensemble du groupe Renault, c'est que Alpine réussisse et qu'on puisse dire que le meilleur de Renault, le meilleur du savoir-faire, le meilleur de la technologie, le meilleur des gens, des compétences, il est chez Alpine. Donc il faut garder Alpine, respecter son ADN, très important, et la développer. Donc là, on peut avoir de l'espoir pour l'usine de Dieppe, parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent de l'avenir de Dieppe. Bon, a priori, pendant 3 ans, là, on est tranquille. Et est-ce que vous pensez que les voitures électriques continueraient à être fabriquées en France? Ça, je laisserai mes amis stratèges de Renault de décider. Je dirais simplement, tant que le sujet était dans la main de gestionnaires, je ne les critiquerai pas trop puisque je l'ai été moi-même dans le passé, mais tant qu'on était dans les mains de gestionnaires qui cherchaient des économies à court terme, il est clair qu'on pouvait être inquiet pour Alpine. Maintenant qu'arrive un patron qui est un vrai patron produit, qui a le sens de l'automobile, je ne doute pas que les données devraient changer et on peut être, je ne sais pas si on peut dire optimiste, mais raisonnablement optimiste. Alors, Luca de Meo, sachant quand même que tout ça demande du temps. Ça, c'est pas en 15 secondes. Hein. Concevoir une voiture, c'est un bon nombre d'années. Relancer même un modèle, c'est pas en quelques semaines que ça se fait, etc. etc. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Luca de Meo, donc, qui arrive à la tête de l'alliance Renault-Nissan le 1er juillet. Et il arrive en directeur général de Renault.
Il n'est pas à la tête. Il a l'ensemble du groupe Renault en management. D'accord. Donc, mais qui jouit également d'une excellente réputation parce qu'il a redressé Fiat et Seat. On parle de temps en temps aussi, on entend parler d'un SUV Alpine. C'est possible ça? Tout est possible. Moi, je considère que à partir du moment où vous avez cette légèreté, agilité et ce concentré de plaisir, je pense que vous êtes capable de faire toutes les voitures. C'est pas le problème. Vous avez le droit, avec un SUV, de chercher du plaisir. Et d'ailleurs, il y a quelques marques qui cherchent aujourd'hui ce genre de clients. Donc, ça n'est pas rédhibitoire du tout. Je vous ai expliqué ce qu'était l'agilité et la légèreté, même pour un SUV ou autre. Il faut être très sensiblement plus léger que les autres et vous aurez des comportements et des plaisirs qui ne seront pas les mêmes que les autres. Et c'est pas une hérésie de faire un SUV? Pourquoi pas un break aussi Non, moi je ne vois pas. Ça vous choque pas? Ça n'est absolument pas choquant. Il faut suivre ce que les clients veulent. Ça, c'est le point clé. Et vous aurez des clients qui cherchent du plaisir et pas seulement d'avoir une voiture que j'appellerais fonctionnelle. Heureusement, la voiture n'est pas encore une savonnette. Et si on peut jouer là-dessus, et bien, tant mieux. Alors, j'ai quelqu'un qui souligne qu'effectivement, le Lamborghini Urus est un bon exemple. C'est un bon exemple, mais il y en a d'autres. On n'entendait pas du tout Lamborghini dans le secteur du SUV. Ferrari, on parle aussi. Enfin, voilà. Vous avez le Stelvio d'Alfa Romeo. C'est pas interdit. Il faut bien réussir et bien jouer ce supplément de légèreté par rapport à la concurrence. Alors, il y a Marc qui me dit un cabriolet, ce serait pas mal non plus. Alors, et beaucoup de gens le trouvaient pas mal sur l'Alpine A110. Le cabriolet pose des questions si vous ne l'avez pas conçu dès le départ. Et je voudrais rappeler, nous avons conçu cette voiture dès le départ avec Caterham, dans des conditions spéciales. C'est-à-dire, on s'est mis d'accord et il n'y avait pas de cabriolet. Et le problématique, dans ces cas-là, c'est que vous avez la rigidité qui est un point clé de la voiture. Parce que ça ne sert à rien d'aller mettre des doubles triangles si vous avez une voiture chewing-gum par ailleurs. La rigidité, elle passe fortement aussi par le toit. Et donc, enlever le toit a des impacts lourds, y compris de renforcement qui font de la lourdeur. Et qui demande beaucoup d'études. Voilà. Maintenant, à Renault de décider. Et à Demeo. Alors, il y a Jitovic qui me dit que, bon, vu la réussite sur la berlinette, tout est possible. Oui, sûrement. C'est sûr. Je voudrais souligner une chose, c'est que c'est une voiture très compacte. Elle est un tout petit peu plus grande qu'une Clio, je signale. Tout petit peu, quelques tout petits centimètres de plus. C'est rien du tout. Et donc, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'elle donne une impression comme elle est basse et qu'elle est très large, elle donne l'impression d'être longue. C'est un peu grande Clio. Je rappelle d'ailleurs que la berlinette, la 110 précédente, elle, c'était de la taille d'une Twingo, 3,85 m. Celle-là, elle fait un peu plus de 4,20 m. Donc, on voit d'ailleurs, elle est notablement plus grosse, tout en étant extrêmement compacte et petite. Ce qui a un impact, c'est qu'on ne peut pas faire tout, il n'y a pas beaucoup de place dans cette voiture. L'arrière, notamment, et le moteur central arrière, est relativement confiné et on ne peut pas jouer, il n'y a pas beaucoup de place pour y rajouter des choses. Oui, il y a juste un emplacement pour 2 petites valises. Voilà. Absolument. J'avais donné comme cahier des charges, c'était de pouvoir emmener, alors je vais oser dire, sa petite amie à Deauville pour un week-end. C'était ça le cahier des charges des coffres. Il n'y a pas loin de 200 litres de coffres, malgré tout, 100 litres à l'avant, 100 litres à l'arrière. Et à l'arrière, vous pouvez effectivement mettre 2 petites valises avion.
Et moi, je pratique ma voiture. Je peux vous dire, avec 200 litres, vous emmenez pas mal de choses. Hein. Ça dépend si on voyage léger ou pas. Je ne sais pas si votre épouse est d'accord, mais bon. Non, à deux. Alors, oui, alors une Mégane est plus grande, bah oui, effectivement. Donc là, je vois des remarques. Une Mégane est plus grande qu'une Alpine. Ah bah oui, ça, il n'y a pas ambiguïté. Ça n'a pas ambiguïté. Petite remarque, plus c'est grand, plus c'est lourd. C'est vrai. Et c'est mécanique. Ne l'oublions pas. Hein. Et vous savez, quand nous avions très peur quand il y a eu les essais de la presse internationale, parce que beaucoup de journalistes nous avaient dit avant les essais, c'est pas sérieux, votre moteur 1,8 litre turbo à 252 chevaux, c'est de la rigolade, nous on parlera pas de votre voiture tant qu'elle n'est pas à 300 chevaux. Et on a pu voir que quand ils sont sortis de la voiture, en riant, en souriant du Grand Sambuc, ils m'ont dit, surtout ne changez pas le moteur, parce qu'ils ont pris conscience que ce n'est pas la puissance qui joue. Parce que si vous augmentez la puissance, il faut augmenter le diamètre des freins, enfin, il y a plein de choses à augmenter. Vous avez un espèce d'équilibre magique qu'il faut garder. Et très franchement, alors il y a la S pour ceux qui veulent être plus sur le circuit, on va dire, même si elle a aussi un côté assez joueur, mais moi, je pense que on a une magie et il faut la respecter. Alors Bernard, vous avez écrit un livre, Alpine, la Renaissance, aux éditions Solar. C'est vrai. Qui est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies. Vous y racontez toute l'aventure alpine à laquelle vous avez participé. Oui, bah oui, et je vais le dire parce que je n'ai pas encore prononcé cette fameuse phrase que tous les gens de l'équipe ont entendue plein de fois, c'était Still Alive, qui en français veut dire encore en vie. Parce que à chaque fois qu'on avait des réunions, nous avions le risque fort que le projet s'arrête. Tellement on a eu de soucis, y compris de soucis de rentabilité, petite remarque, hein, qui était très fort et que Carlos Ghosn ne m'a pas fait de cadeau. Et ce Still Alive montre combien cette voiture était improbable. Et si elle a réussi, c'est parce que nous étions une petite équipe surmotivée, mais aussi une équipe absolument convaincue que si nous ne réussissions pas Alpine à ce moment-là, je pense qu'Alpine ne pouvait plus redémarrer. Parce qu'il y a encore, dans Alpine aujourd'hui, la plupart de ces pilotes qui ont fait les grandes heures d'Alpine, ils sont vivants, ils pilotent, ils sont présents, ils soutiennent. Et puis de même, vous avez des tas de gens qui d'ailleurs achètent souvent les Alpines, qui les ont vus rouler et courir au bord des routes ou aux 24 heures du Mans, et ça crée des souvenirs. Moi, je vois plein de gens qui m'écrivent en me disant j'ai mon voisin, mon père, etc., m'a emmené dans une berlinette quand j'étais petit, et ça m'a laissé des souvenirs absolument incroyables. Tout ceci ne serait plus valable si on avait attendu encore. Il était essentiel de gagner, et toute l'équipe a vraiment fait les miracles qu'il fallait pour qu'on gagne. Et vous avez gagné, et c'est une magnifique sportive. Bernard, vous courez vous-même avec votre Alpine ? Je ne cours pas avec mon Alpine. Je ne veux pas l'abîmer d'abord. Donc moi, je suis un esthète et un profiteur. Je profite du plaisir, de ce concentré de plaisir qu'il y a dans la voiture, et je roule en principe dans le respect du code de la route. Car je rappelle, ce plaisir des Alpines, ça fait partie vraiment de son ADN. Il est valable à toutes les vitesses. Merci. Alors, effectivement, j'ai plusieurs commentaires extrêmement positifs. D'abord, merci à vous d'avoir relancé Alpine. Il fallait le faire. Merci d'avoir réussi. Et vous faites du drift avec votre Alpine ? Bah apparemment non. Hein. Non, je ne fais pas de... Non. Mais cette légèreté, ce n'est pas le dérapage. Hein. Cette légèreté, cette agilité,
c'est le fait, je le disais tout à l'heure, que vous avez le centre de gravité et le centre de roulis sous vos fesses, et c'est ce sentiment où vous sentez la voiture qui tourne et en même temps qui prévient. C'est-à-dire que même quand elle se met à faire du dérapage, vous pouvez vous le sentez qui démarre, vous pouvez la corriger. C'est une voiture qui est vraiment au service de son pilote. Et quand vous regardez ce que disent, par exemple, d'ailleurs, les pilotes d'Alpine GT4, ou maintenant Delecourt, François Delecourt, qui a fait un premier rallye avec la RGT, vous voyez qu'il parle de ces comportements qui sont des comportements d'origine du châssis. Alors écoutez, bravo encore une fois pour cette renaissance de l'Alpine et longue vie à l'Alpine. J'espère que l'usine de Dieppe va réussir sa reconversion dans 3 ans et que on va sortir, pourquoi pas une Alpine électrique. On verra bien. On mettra un CD avec un bruit de moteur s'il faut, mais. Oh non, moi j'aime pas le fake. J'aime pas le fake. Hein. Je trouve que c'est. Il y a des constructeurs de voitures de sport qui mettent aussi dans les haut-parleurs des sons artificiels, je trouve, et vous avez peut-être pu voir dans cette Alpine, pour justement répondre à ce plaisir d'essence. Nous avons beaucoup travaillé l'échappement et il n'y a rien de mieux que quelque chose de naturel. Et vous avez su garder le mythe. Effectivement, vous avez recréé une auto mythique. Merci beaucoup Bernard. Merci également d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous d'avoir suivi sur Periscope, Twitter, Facebook et YouTube. Be My Guest fait une petite pause d'une semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec Laurent Benoît, le président de l'Utac-Céram. On parlera de circuits mythiques comme celui de Montlhéry, celui de Mortefontaine. On parlera de véhicules autonomes, etc. Merci Bernard et bonne journée à tous. Merci Stéphanie. Et puis donc, salutations alpiniennes à tout le monde.